Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur 2, j'y fais aussi un tirage de mon oracle que je commente spécialement avec un mini podcast audio exclusif. Un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphospodcast.com. Vous y trouverez dès la page d'accueil un encart d'inscription. Alors à très vite dans votre boîte mail les amis. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les chiffres sont édifiants et le sujet malheureusement brûlant d'actualité. Bien que la parole semble se libérer dans certains milieux, comme celui du cinéma, on évalue toujours à 160 000 par an le nombre d'enfants subissant des violences sexuelles. Dans le même temps, 217 000 femmes adultes seraient victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Et il est fort probable que ces chiffres soient largement sous-estimés, car seuls 6% des femmes portent plainte. Bien souvent, les victimes se taisent par honte autant que par peur. Écrivaine, conférencière et formatrice en communication et développement personnel, ses 30 années d'expérience auprès des victimes l'ont amenée à écrire un livre qu'il aurait en premier lieu destiné, intitulé « Agression sexuelle, trousse de premier secours ». Il propose, à travers la compréhension des symptômes ressentis, l'écoute active et le recueil de la parole, un chemin de reconstruction, grâce à des méthodes innovantes comme l'hypnose et la programmation neurolinguistique, la PNL, mais aussi des exercices de visualisation étonnants comme le procès virtuel. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Christelle Petit-Colin. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous. Je fais une petite mise en garde qui va suivre, aborde évidemment, on l'a dit en introduction, des sujets difficiles tels que les agressions sexuelles, le traumatisme. Le contenu de cet épisode peut être difficile à écouter pour certaines personnes. Je rappelle que si une personne de votre entourage ou vous-même est témoin de victimes de ces actes, nous vous invitons à ne pas rester seul, à en parler soit d'abord en premier lieu à une personne proche, une personne de confiance ou à un professionnel et éventuellement, si vous le sentez, évidemment à la police. Alors Christelle Petit-Colin, je rappelle que nous avions fait déjà 2 émissions ensemble sur la surefficience et puis sur les neuroatypiques. Neuroatypiques, j'ai pas les codes. Titre d'un de vos ouvrages. Alors justement, vous avez écrit déjà de nombreux livres, notamment sur cette histoire de neuroatypisme, des manipulateurs, qui ont été publiés chez Guitry Daniel. Pourquoi le besoin et l'envie de ce livre sur les agressions sexuelles et de quel élan est-il né finalement ? Alors c'est un élan qui vient du fait que dès le début de ma pratique, il y a 30 ans maintenant, oui. Grâce à l'écoute active de type rogérienne ou type PNL, on libère la parole sans le vouloir, sans le savoir. Donc les gens viennent me voir en coaching, commencent à parler de leur manque de confiance en eux ou d'autres choses. Et tout d'un coup, très rapidement, hop, remontent des confidences sur le sujet. Et je me retrouve donc face à des gens qui me disent, voilà, quand j'étais petit, il s'est passé ça, ou il faut que je vous dise, j'ai vécu une agression. Et donc, vu la confiance que les gens m'accordaient, je me sentais pas de leur dire, c'est pas à moi qu'il faut en parler dehors, allez en parler à quelqu'un d'autre. Donc, surtout que souvent, ils me disaient aussi, c'est dingue, j'étais 5 ans en psychothérapie, j'en ai jamais parlé à mon psy. Il y a vraiment une qualité d'écoute à avoir pour le recueil de la parole. Et donc ensuite, j'ai pris l'habitude d'accompagner moi-même ces gens en souffrance. Et donc en 30 ans, j'ai mis en place tout un protocole d'accompagnement qui est efficace, qui marche. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter et les victimes et les thérapeutes qui seraient intéressés à avoir justement un cheminement de guérison, on va dire comme ça. Est-ce qu'il existe justement des formations au recueil de cette parole ? Et est-ce qu'il faut vraiment faire attention sur qui recueille cette parole ? Effectivement, on sait que ça peut aussi générer d'autres conséquences si on n'est pas prêt à libérer cette parole.
Oui, alors au début de ma carrière, justement, comme j'avais beaucoup de gens qui me parlaient d'agression sexuelle et que je me sentais pas du tout outillée, j'ai décidé de faire un stage qui s'intitulait Recueil de la parole de l'enfant abusé. Non pas dans l'idée d'accueillir la parole des enfants, puisque moi je travaille avec des adultes, mais d'être outillé pour recueillir la parole des enfants intérieurs. Et c'est vrai que quand on recueille la parole des victimes, il faut être très très vigilant à ne rien induire, à rester vraiment dans des questions ouvertes, à reformuler, à ne vraiment pas, j'ai envie de dire, ne pas mettre la pagaille dans ce que la personne est en train de dire avec des questions incongrues, être vraiment dans une qualité d'écoute encore supérieure à celle que je pratiquais. Donc, c'était le but. C'était vraiment d'apprendre à ne rien induire dans le récit de la personne. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement bien formé, avoir une pratique clinique de longue durée et éventuellement être aussi sous supervision. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas, j'imagine, dans ce type d'écoute, quand on sait que ça peut venir à travers cette thérapie. Oui, alors ce qui est très important, c'est de ne rien induire. Mais vous ne pensez pas que... Oui. Il ne faut surtout pas faire ça. Juste accueillir ce qui monte, ne pas en demander plus, ne pas rentrer dans les détails, laisser juste la personne exprimer ce qu'elle a exprimé et ne rien forcer. Oui, c'est très important de... l'impression que j'ai, c'est si on commence à poser des questions, à être curieux ou autre, on peut, oui, provoquer plus de dégâts que de bien. Alors que la personne était partie pour se libérer, on peut justement mettre complètement la panique dans son organisation mentale. Alors, on y reviendra, hein, on va revenir sur tous ces sujets. Vous parlez dans ce livre du silence des victimes. Vous dites que l'interdit de dire remplace l'interdit de faire. Parler devient le crime. Je le disais en introduction, on voit que les statistiques sont probablement sous-estimées, liées à ce silence, liées au fait que ces souvenirs sont parfois enfouis, alors pour ceux qui en sont conscients, et puis d'autres qui n'en sont même pas encore conscients, évidemment. Alors effectivement, on considère que 40% des victimes sont en amnésie traumatique. Donc ça fait quand même énormément de gens qui passent sous les radars. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Pourquoi les personnes, finalement, se taisent? Alors, quand elles sont sous amnésie traumatique, on imagine qu'elles se taisent parce qu'elles ne savent pas elles-mêmes. Par contre, quand elles le savent, souvent, pourquoi est-ce qu'on garde le silence? Alors, j'ai remarqué qu'il y avait des mécanismes de silenciation qui étaient extrêmement puissants et que ces mécanismes de silenciation concernent toute la société. Alors souvent on dit tu vas pas remuer le passé, tes parents ils sont vieux, ou tu vas leur faire du mal, donc on culpabilise beaucoup la personne qui parle, on fait en sorte qu'elle doute d'elle-même, mais t'es bien sûr, est-ce que c'est arrivé? Alors effectivement, sortie d'amnésie traumatique, on n'est pas toujours très sûr de ce qu'on dit, puisque les événements se passent dans un état second, la mémoire elle est très volatile. Et puis après, je me suis rendu compte que la silenciation la plus efficace, c'est le fait que tu as parlé et alors, il se passe rien. Il se passe rien, c'est bien, tu as bien fait de le dire. Et puis, plus rien ne se passe. Je compare les mécanismes de silenciation à ces bandes d'arrêt d'urgence pour les camions sur les autoroutes, où la parole se lance, commence vraiment à s'exprimer et pouf, va mourir dans le bac de sable. Souvent, quand les gens ont parlé, il ne se passe rien. Par exemple, une de mes amies, quand je lui parlais du livre, me dit « Ah, j'ai une de mes cousines à qui c'est arrivé. » Ok, donc elle t'en a parlé, oui. Il s'est passé quoi? Est-ce qu'elle a porté plainte? Est-ce que... Ah, je sais pas. Non. Donc, elle a parlé, mais rien. Il se passe rien. C'est assez troublant quand même, ce mécanisme de silenciation. Qu'est-ce qu'il faudrait alors qu'il se passe en réalité? Alors, ce qu'il faudrait qu'il se passe en réalité, c'est que déjà que tout le monde prenne conscience de la gravité du problème. Je pense que les agressions sexuelles sur enfants, c'est ce qui est le plus grave au monde. Vraiment, parce que c'est très insidieux. Les enfants ne disent rien, ne montrent rien en apparence, mais c'est une bombe à l'intérieur d'eux dans leur construction. Et je pense que, surtout peut-être en France, il y a un côté grivois où la violence sexuelle est beaucoup érotisée.
Et donc, on ne mesure pas encore le coût caché pour la société. Je crois que c'est 9,7 milliards d'euros, le coût caché des agressions sur enfants, avec tout ce que ça implique de santé publique, etc. Donc déjà, une prise de conscience, ce serait pas mal. C'est ça. On l'a vu avec récemment Judith Godrèche et cette ouverture de la parole aussi dans le milieu du cinéma qui fait suite un peu à ce mouvement MeToo et qui est en train de déferler en France, qu'il y a tous ces mécanismes d'emprise, évidemment, autour de l'agression sexuelle. Alors, il y a tous les mécanismes d'emprise, mais il faut savoir que la majorité des agressions sexuelles, c'est de toute façon sur des enfants. Donc, un enfant n'a pas la force morale de s'opposer à un adulte, encore plus quand c'est un proche ou un parent, et qu'il ne faudrait pas que cette notion d'emprise cache le fait que c'est interdit de toucher aux enfants. C'est quelque chose d'assez étonnant. Effectivement, elles étaient sous emprise, mais elles étaient mineures de toute façon. Donc, oui, quand vous parlez d'enfants, vous parlez d'enfants et d'adolescents, on est d'accord ? Mineurs de moins de 15 ans. Oui. Mineurs de moins de 15 ans. Donc, la plupart des agressions commencent, même beaucoup plus tôt. On considère qu'il y a beaucoup d'agressions qui commencent entre 3 et 5 ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez parler de consentement sur un enfant ? Et souvent après, les agressions à l'âge adulte ne sont que des répliques des agressions subies dans l'enfance. C'est-à-dire que les agressions subies dans l'enfance donnent des mécanismes de dissociation quand revient le danger, qui fait que les victimes sont à nouveau extrêmement vulnérables. Et les prédateurs ont un instinct très sûr, d'ailleurs, pour repérer les gens fragilisés. Et donc, un viol à l'âge adulte, c'est souvent une conséquence d'une fragilisation dans l'enfance. Donc, il convient peut-être parfois, quand on est dans ce scénario, de se poser la question, peut-être de consulter justement un professionnel de santé compétent pour se dire, si j'ai été victime adulte, est-ce que ça peut cacher quelque chose ? Si on en ressent le besoin, c'est toujours pareil ? Oui, alors c'est surtout de repérer ses propres mécanismes de dissociation. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas vu arriver le danger ? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas su comment réagir ? Effectivement, il y a l'emprise, il y a l'état de sidération, mais quand on a été agressé dans l'enfance, l'état de sidération, je dirais, c'est le mode par défaut. Un enfant ne peut ni, si on reprend pour la gestion du stress, c'est combat, fuite ou faire le mort. Un enfant ne peut ni combattre ni fuir, donc son mode par défaut, c'est la sidération et la dissociation. Donc, quand il s'est installé par défaut, à l'âge adulte, dès qu'il y a un danger, automatiquement, c'est celui-là qui s'impose. Donc, c'est ces mécanismes-là qu'il faut repérer. Qu'est-ce qui fait que je me dissocie et que je me fige quand il y a un danger au lieu de combattre ou de fuir ? Vous pouvez nous expliquer d'ailleurs ces phénomènes, la sidération, la dissociation, comment ils se présentent pour qu'on comprenne bien ? Alors, c'est vraiment important de comprendre que c'est géré par notre cerveau reptilien. Donc, c'est vraiment le corps qui réagit avec son instinct. Et en aucun cas, c'est quelque chose d'intellectuel, de réfléchi, ni même d'émotionnel. C'est de l'instinct pur. Donc, dans mon instinct pur, quand mon corps se sent en danger, c'est fuite, combat ou faire le mort. C'est pareil pour la gazelle et pour l'araignée et pour tous les êtres vivants. On n'a que ces 3 choix-là. Combattre, fuir ou faire le mort. Et donc, quand on se sent complètement piégé, on se retrouve dans ce qu'on appelle l'impuissance acquise. C'est-à-dire, on a compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Et dans ce cas-là, la personne, c'est un peu, alors c'est une image, mais c'est un peu comme si elle sortait de son corps. Et elle s'anesthésie émotionnellement et elle est plus là. D'où cette impression d'irréalité du moment présent quand elles vivent une agression. C'est vrai et c'est pas vrai, c'est comme un rêve, c'est bizarre, oui, c'est un état second. Donc c'est aussi ce qui donne beaucoup de difficultés aux victimes pour se dire oui, ça s'est passé. C'est un mécanisme de survie qui protège en fait la personne en réalité. C'est ça. C'est une forme de protection. C'est un mécanisme de survie et qui n'est pas du tout raisonnable. On ne peut pas raisonner ce mécanisme. En fait, cette dissociation entraîne l'amnésie traumatique ? Oui, l'amnésie traumatique est une conséquence directe des états dissociatifs, absolument. D'accord. Vous dites que quand on parlait de la silenciation et de MeToo tout à l'heure, pour revenir sur l'aspect sociétal, que finalement
cet après-MeToo pour vous a été un peu mou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément, alors je le dis avec mes mots à moi, mais que ça n'a pas été suivi d'une prise en charge très puissante à ce moment-là. Absolument. Au niveau de la société. Oui, absolument. Mais c'est vrai pour tous les cas de figure. Si on reprend, par exemple, le cas de ce qu'on a découvert à travers l'Église catholique. 310 000 victimes sur 50 ans, c'est énorme. Effectivement, le pape a présenté ses excuses. Bon, c'est bien. Ils ont proposé une indemnisation, soit. Mais à quel moment on a eu accès à... On a mis en place telle et telle procédure pour être sûr que ça ne puisse plus se produire, ou que si ça se produit, on réagit de telle et telle façon. Il s'est rien passé. À ma connaissance. Et c'est souvent ça. MeToo, voilà, on a parlé, on a des choses. Et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne puisse plus se produire ? C'est la bonne question à se poser maintenant au niveau sociétal. Qu'est-ce qu'on met en place pour protéger nos enfants ? Qu'est-ce qu'on met en place pour que les prédateurs n'aient plus... carte blanche, puisque en France aujourd'hui un prédateur a pratiquement aucune chance d'être condamné. Je crois que au niveau des viols, c'est 99% de chances de s'en tirer sans condamnation, parce qu'il faut des preuves, parce que souvent il y a prescription, parce que. Mais les prédateurs ont en France une impunité incroyable. Qu'est-ce qui explique cette inertie de la société, à votre avis ? Je pense que toute la société est sous l'emprise des prédateurs. C'est-à-dire que le discours qui est relayé, c'est celui des prédateurs. Elle l'a cherché, elle était habillée trop court, c'est elle qui m'a provoqué, elle était bien d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? La présomption d'innocence ne vaut que pour eux. Ils ont réussi à pervertir complètement la façon dont on accueille l'événement. Et tant que la société relaiera avec autant de complaisance le discours des prédateurs, les choses vont pas beaucoup changer. Alors, je suis contente, ça change quand même. Oui, là, on a le sentiment qu'il y a quand même une bascule, là, oui, avec les événements encore plus récents. Et c'est vraiment les jeunes générations qui basculent et qui sont... j'aime beaucoup la façon dont elles se positionnent. Elles n'ont aucune complaisance pour ces comportements. Par exemple ? Eh bien, par exemple, dans le cas de Depardieu, ce sont surtout les jeunes acteurs-actrices qui ont condamné avec le plus de fermeté ces comportements. Alors que l'arrière-garde, si on peut le dire, la vieille garde, était plutôt indulgente, encore une fois, par exemple. Donc ça, c'est intéressant de se dire aussi, peut-être est-ce qu'on pourrait aller vers une prise en charge plus précoce des prédateurs ? De quelle manière ? Parce que ça, c'est encore un sujet très tabou. Alors, il faudrait déjà... Pour détecter, en fait, des personnes à risque. Je ne sais pas, je réfléchis à voix haute. Alors, j'ai écrit dans mon livre un paragraphe qui s'intitule « Pourquoi tu n'as rien dit à propos de ce que tout le monde savait ?» Voilà. Que là, les affaires récentes, tout le monde savait. Tout le monde savait sur les plateaux télé pour l'un, tout le monde savait sur les plateaux de cinéma pour l'autre, tout le monde savait dans les rédactions pour un journaliste, tout le monde savait. Donc c'est là qu'est le problème. Si on sait qu'on se tait, on est complice. Donc il faut qu'on reprenne tous notre part. Qu'est-ce que moi j'ai vécu comme victime déjà ? Est-ce que j'ai réellement jamais vécu des mains aux fesses, des tripotages, des réflexions sexistes, des regards salaces? Il faut qu'on reprenne tous notre part de ce qu'on a vécu, parce que les victimes sont habituées à minimiser aussi, à dire « Oh, c'est rien, c'était juste une main aux fesses. Oh, c'est rien, c'était juste une blague. » Donc, ne plus minimiser tout ça, prendre sa part. Qu'est-ce que j'ai subi ? Qu'est-ce que j'ai observé ? De quoi je suis complice par mon silence ? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour pas que ça arrive ? Oui, vous alliez dire ? J'allais dire aussi qu'on a une approche victimo-centrée qui me dérange. Par exemple, on parle sans arrêt de féminicide et on égrène les prénoms de ces femmes qui ont été tuées par leur conjoint. Je pense qu'il vaudrait mieux, au lieu de dire « encore une femme tuée », dire « encore un mari tueur ». Et au lieu d'égrener les noms des victimes, égrener le nom des agresseurs. Et là, on prendrait le problème dans le bon sens. C'est-à-dire mettre le projecteur sur le problème au lieu de mettre le projecteur sur les conséquences. Disons qu'il faudrait faire peut-être les deux. Alors qu'aujourd'hui, on se le fait parce qu'il faut rendre hommage. Et j'imagine que les personnes qui égrènent les noms, ils le font peut-être aussi pour rendre hommage.
si on met le projecteur sur les prédateurs, c'est bien peut-être de faire les deux, je ne sais pas. Alors, c'est sûr qu'il faut rendre hommage aux victimes. Hein. Effectivement, vous faites bien de préciser ça. C'est important de rendre hommage aux victimes. Pour autant, je pense que c'est le visage des prédateurs et leur prénom qu'il faudrait, à la fin de l'année, mettre vraiment sur un tableau de la honte. Les prédateurs sont des gens qui tiennent beaucoup à leur image. C'est-à-dire que souvent, ils sont insoupçonnables à l'extérieur. Donc, mettre vraiment le projecteur sur eux, sur leur comportement, il faut que la honte change de camp, en fait. Et donc, je pense que si on a un travail à faire aussi, c'est qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on les protège ? Et être beaucoup plus dans la protection de leurs victimes. Quand on voit le nombre de prédateurs qu'il y a, qu'est-ce qui fait qu'une personne devient prédatrice ? Je dis une personne parce qu'on sait que c'est majoritairement des hommes, mais que les femmes peuvent être aussi des prédatrices. Alors, je pense qu'on est encore en train de sous-estimer le nombre de femmes prédatrices. Dans ma pratique, j'ai quand même pas mal de cas où le problème, c'était pas un homme, c'était une femme. Mais effectivement, statistiquement, c'est plutôt les hommes. Alors, ils ont fait un sondage récemment en Australie qui les a un peu traumatisés. 1 homme sur 10 fantasme sur les enfants. 1 homme sur 10. Et avoue sans aucun complexe que si c'était pas interdit, il n'hésiterait pas. Donc déjà, le fait de poser l'interdit est important. 1 homme sur 10, c'est quand même énorme. Et en France, statistiquement, 1 famille sur 10 est incestée. Donc il y a quand même 1/10 de la population qui pose problème, qui est pas aligné au niveau éthique, protection de l'enfance, etc. Et encore, ça, c'est du déclaratif. On imagine que... Oui. C'est peut-être au-delà. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faudrait se pencher sur tous ces problèmes. Pourquoi 1 homme sur 10 trouverait normal, si c'était pas interdit, alors en Australie, on est d'accord, oui. Trouverait normal d'agresser un enfant? Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça ? On a des blessures de transgénérationnelles, on a des habitudes, on a de la culture, c'est du patriarcat, de la domination, c'est de la blessure affective. Enfin, je mets tout ça dans un espèce de... Je pense qu'il y a un peu tout ça, mais dans l'agression sexuelle, le sexuel est le vecteur, mais le plaisir, c'est l'agression. C'est-à-dire que c'est vraiment des histoires de domination, de salir, d'avilir, de soumettre, et la sexualité n'est que le vecteur de ça. Y a pas, le seul plaisir sexuel de l'agression, c'est l'agression. Donc effectivement, repérer ces dominants... C'est cette transgression, en fait, c'est ça ? Oui. Donc ce serait intéressant, effectivement, de voir qu'est-ce qui fait qu'une personne prend son plaisir à avilir, à agresser les autres. Quoi. Ce côté profanateur. Donc là, c'est encore des grands questionnements sur lesquels on a encore, finalement, peut-être encore peu de réponses. Oui, puisque, comme je vous le disais, on les laisse trop dans l'ombre, ces prédateurs. Qui ils sont, pourquoi ils font ça ce qui semble avoir en commun, c'est quand même une empathie proche du zéro absolu. Donc ça aussi, on est en train de mettre des uniformes à l'école. Je trouve qu'on ferait mieux de mettre des cours d'empathie à l'école. Et ce serait peut-être le moyen de repérer ceux qui ne développent pas d'empathie, justement. Ce serait peut-être le meilleur moyen de repérer les prédateurs en herbe, les dominants en herbe. Hein. Au début, c'est pas forcément des prédateurs, mais de repérer les dominants en herbe grâce à des cours d'empathie. Oui. Et puis, on sait que c'est lié à des schémas précoces de l'enfance qui n'ont pas peut-être parfois été bien gérés. C'est-à-dire que ça peut être des blessures d'amour, ça peut être des traumas déjà vécus par ces enfants-là, etc., etc. Je ne cherche pas du tout d'excuses, entendez-moi bien, hein, mais pour essayer de remonter à la source, c'est ça que j'essaye de comprendre. Alors, c'est compliqué de remonter à la source parce que les prédateurs sont des grands manipulateurs et ils mentent énormément. Ils s'inventent des enfances de Cosette. Ils ont été tellement plus malheureux que la victime qu'ils ont agressé. C'est eux la victime, c'est pas leur victime. C'est eux les malheureux, ils sont incompris, ils ont tellement souffert. Donc c'est très compliqué face à quelqu'un qui se positionne en victime et qui ment, de savoir exactement quel a été son traumatisme premier. Mais je pense quand même que d'une manière générale, tous les agresseurs ont effectivement subi des agressions. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi tous les agressés ne deviennent pas agresseurs. Qu'est-ce qui fait que, en ayant été agressé sexuellement dans l'enfance, on devient juste une victime avec son stress post-traumatique et son mal-être, ou on devient à son tour un agresseur?
qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on s'aperçoit qu'on est victime? Est-ce qu'il faut encourager les personnes à porter plainte? Voilà. Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire, en fait? Alors, sans qu'il y ait d'injonction aucune, hein. C'est extrêmement délicat de répondre à cette question pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut comprendre qu'une victime s'est fait confisquer sa parole pendant des années. La loi du silence, elle s'est fait confisquer sa parole. Et donc, quand on donne cette injonction de « puisque tu as parlé, tu dois déposer plainte », elle se refait confisquer sa parole dans l'autre sens. Donc, elle n'est toujours pas propriétaire de sa parole. D'un côté, on lui dit « tais-toi » et de l'autre côté, on lui dit « parle ». Donc, il faut vraiment laisser aux personnes le droit de faire leur propre cheminement et de décider elles-mêmes ce qu'elles vont faire de leur parole. Après, dans l'absolu, il faudrait que la loi se pose, donc systématiquement, on dépose plainte. Ça, c'est dans l'absolu, en théorie, une agression nécessiterait d'être punie systématiquement. Mais alors, c'est encore dans ma pratique, je trouve que l'accueil dans les commissariats, s'il s'améliore, n'est pas toujours au niveau. Et donc, il peut arriver, pour certaines personnes, que le fait de porter plainte soit vécu comme une deuxième agression sexuelle. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Je voudrais vraiment qu'on forme mieux les commissariats à recueillir la parole des victimes pour qu'elles ne vivent pas un deuxième traumatisme en essayant d'aller obtenir justice. Puis après, il faudrait changer les lois parce que actuellement, une victime qui porte plainte a très peu de chances d'avoir gain de cause en justice. Très peu de chances. Et puis, quid des victimes pour lesquelles il y a prescription et en même temps, elles libèrent leur parole, même si c'est plus tard. On pense à des femmes, peut-être de nos générations, entre 50, 70 et même plus âgées, qui finissent par dire « moi aussi, j'ai été victime ». Là, on sait qu'il y a prescription. Que faire dans ces cas-là ? Alors, c'est là où je trouvais que la Civis proposait vraiment quelque chose de très réparateur. C'était d'avoir un espace pour déposer son témoignage à la Civis, partant du principe que pour la personne, effectivement, elle pouvait enfin être entendue, comprise, accueillie dans ce qu'elle avait à dire, même si c'était trop tard, et que pour la Civis, ça faisait un témoignage de plus qui pouvait alimenter leurs statistiques. Donc, je ne sais pas depuis toutes les ennuis qu'ont rencontré la Civis, où ça en est. Mais cet espace pour poser son récit me paraissait vraiment être une excellente idée. Et dans ces cas-là, au-delà de déposer son témoignage, est-ce que les personnes peuvent être encouragées à libérer cette parole aussi dans leur famille, même si ça concerne parfois des personnes plus âgées dans les familles, une personne qui a été abusée par un oncle, par un père encore vivant, même si ces personnes sont en fin de vie ? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans la pratique ? Alors, moi, ce que je vois dans la pratique, c'est que les familles se rebellent contre les victimes qui parlent. Les victimes qui parlent dans une famille sont très, très mal accueillies. Il y a vraiment la loi du silence, s'il y a bien un endroit où elle est très puissante, c'est dans les familles. Et donc, la victime, elle est souvent éjectée du système familial. Donc, il faut aussi être prêt à ça quand on parle, à avoir toute sa famille contre soi. Pourquoi tu remues le passé ? Qu'est-ce que tu viens chercher des histoires ? Tu vois bien qu'il est vieux. Et il faut y être prêt à se rendre compte que personne ne vous accueille dans votre parole. L'inceste est un système, en fait. C'est un système familial à part entière. Et tout repose sur le silence de la personne. Donc, dès qu'elle parle, elle bouleverse tout le système familial et personne n'en a envie. Alors qu'en réalité, ce serait guérisseur pour elle-même et pour le reste de la systémie familiale si cette parole pouvait vraiment être entendue, accueillie. Oui, ce serait Même si c'est un coup de pied dans la fourmilière. Alors c'est ça, c'est comment chacun va pouvoir réagir devant le coup de pied dans la fourmilière. En général, la famille réagit en éjectant le mouton noir, quoi. Alors on dit bien en généalogie que le mouton noir, c'est celui qui est venu pour libérer le système familial, etc. Dans la pratique, il se fait surtout éjecter du système et presque on lui demanderait de s'excuser d'avoir parlé, quoi. Alors que c'est guérisseur. Pour la personne ? Que ça pourrait être guérisseur pour tout le système. Oui, parce que d'autres personnes peuvent aussi se révéler à ce moment-là. Soit avoir été victime, soit prendre conscience de qui est ce prédateur ou qui est cette personne.
Oui, à chaque fois, et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mécanisme délibéré de la part des prédateurs d'isoler leurs victimes. Et la plupart des victimes s'imaginent être la seule à avoir vécu ça. Et elles tombent de leur chaise quand elles se rendent compte qu'il y a eu beaucoup d'autres enfants de la fratrie, de la famille, des cousins, etc., que tout le monde y est passé finalement. Donc c'est intéressant aussi de libérer la parole pour que les victimes sortent de leur isolement. C'est même pas, c'est une mise à l'isolement délibérée. Les prédateurs arrivent vraiment à faire croire que de toute façon ça ne lui arrivait que à elle parce qu'elle l'a bien cherché. Oui, c'est ça. C'est cette histoire de honte et de culpabilité qui est toujours portée sur la victime, c'est ça ? Et de solitude. Et de solitude. Et puis pour protéger parfois les générations à venir, c'est-à-dire que ce grand-oncle, ce grand-père, etc., peut avoir affaire à des petits-enfants maintenant qu'il conviendrait de protéger. Oui, je pense qu'aujourd'hui encore, on ne réalise ça. Ou cette grand-mère, je prends l'exemple toujours de l'homme, mais on voit que ça peut être aussi des femmes. Oui, j'ai eu des grand-mères infectes. Dans ma pratique, on m'a rapporté des comportements de grand-mère absolument infects, effectivement. Donc grand-père, grand-oncle, etc. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'un agresseur, ça agresse et ça fait pas semblant. Je pense qu'un agresseur, au cours de sa vie, agresse minimum une 50aine d'enfants. Minimum. J'arrête pas de frissonner là pendant l'émission. Là. Oui, on réalise pas. Regardez là, les derniers cas, Gérard Miller, Poivre d'Arvor, le nombre de personnes qui témoignent. Donc, je pense que statistiquement, moi, je serais assez portée à croire qu'un agresseur s'agressait une 50aine de personnes au cours de sa vie. Donc effectivement, le mettre hors d'état de nuire, le dénoncer, ne plus lui confier d'enfants, etc., c'est protéger énormément de gens. Et un agresseur n'a aucune raison de ne plus agresser. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour les agresseurs, l'agression, c'est une drogue. C'est compulsif. C'est une addiction. Oui, mais ils sont très conscients de ce qu'ils font et ils sont très calculateurs. Il faut pas croire que c'est une pulsion. Ça c'est la légende. Ils sont très très conscients. Ils attendent le bon moment. Ils choisissent la bonne victime. Ils sont toujours en embuscade et donc faut pas s'imaginer que c'est pulsionnel. Par contre, c'est une drogue. Donc un agresseur, il a besoin de sa drogue. Je crois que c'est Sophie Chauveau qui le raconte dans La Fabrique des pervers. On s'est aperçu que dans les familles incestées, il y avait un gros déficit d'ocytocine, l'hormone de la tendresse et de l'attachement, et que du coup, tout ça est remplacé par de la dopamine, l'hormone de la nouveauté, du défi, etc. Et donc les agresseurs sont des gens tellement vides qu'ils ont besoin de cette décharge électrique de la transgression pour se sentir exister. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent et il n'y a aucune raison qu'ils s'en tiennent à deux, trois personnes. Est-ce qu'il y a des échelles chez les agresseurs, des petits abus, on va dire, alors qu'il n'y a pas de petits abus dans le ressenti de la victime, mais je veux dire vous parliez de, par exemple, mettre la main aux fesses. Je donne cet exemple, parce que peut-être que dans nos générations, on l'a vécu plus facilement, nous, quand on était jeunes, que nos propres enfants maintenant. En tout cas, mes filles, par exemple, s'en sont jamais plaintes, alors que moi, j'ai des souvenirs de main aux fesses quand j'étais au collège. Je sais pas pour vous, mais voilà, dans nos générations. Est-ce que ça, on peut considérer que c'était des petits délits par rapport à un viol, effectivement, ou est-ce que tout est à mettre quand même dans le même panier? Alors là aussi, il y a deux, trois choses à dire à ce propos. C'est que je dirais dans les agressions sexuelles, c'est l'intention qui compte. Ouais. Donc qu'on ait juste mis un doigt, une main, la langue ou autre, l'intention, elle est d'agresser, de salir, d'avilir. Donc ça peut parfois perturber de se rendre compte qu'une victime va être beaucoup plus atteinte par quelque chose qui pourrait nous paraître anodin et qu'une autre victime pourrait être beaucoup plus résiliente par rapport à quelque chose que nous, on estimerait plus grave. Donc c'est vraiment important aussi là d'écouter les victimes. Si elles se sentent traumatisées, elle est traumatisée. J'ai pas à lui dire c'est rien, c'était qu'une main aux fesses. C'est vraiment important. C'est quelque chose de troublant. C'est qu'il semblerait que la gradation de la punition en justice est directement liée au plaisir
que l'agresseur a pris dans son agression de notre point de vue. C'est-à-dire une main aux fesses, ça apporte pas beaucoup de plaisir, une fellation un peu plus, une pénétration encore plus, un viol complet. Et donc, au lieu de s'en tenir à l'effet dévastateur pour la victime, on va condamner pour le plaisir que l'agresseur y a pris. Il y a quelque chose de complètement absurde dans cette gradation. Donc là aussi, quand on dit est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, une main aux fesses, il n'y a pas pris beaucoup de plaisir à sa main aux fesses. Ah oui, s'il avait vraiment fait l'acte sexuel complet, il y aurait pris suffisamment de plaisir pour que ce soit grave pour la victime. Donc là aussi, il y a un déplacement pervers des choses. Moi, je pense que toute personne agressée, que ce soit un frotteur dans le métro, que ce soit effectivement une main aux fesses ou une main dans la culotte, etc., on sent l'intention de nuire et c'est comment elle résonne pour nous plutôt que l'acte réellement commis. Ce prédateur, il se révèle en général assez tôt dans son histoire ou parfois on voit des personnes qui se révèlent sur le tard, entre guillemets? En général, je pense que c'est très tôt. Oui, très tôt. C'est déjà là. Oui, c'est déjà là. Je pense que ces gens-là ont été effectivement agressés sexuellement dans leur enfance et reproduisent très tôt des comportements sexués. Je pense qu'on pourrait déjà s'inquiéter à l'école d'un enfant qui a un peu trop d'intérêt pour la sexualité, qui a déjà un langage ordurier et qui a déjà des gestes déplacés. On pourrait déjà, à mon avis, à ce moment-là, commencer à allumer les warnings. Ceux-là, ils sont assez visibles. Il y a tous ceux qui sont très manipulateurs et qui sont plus invisibles, plus fins, on va dire, plus malins dans leur façon de faire. Plus enjôleurs. Voilà, alors c'est aussi le traumatisme de la victime va venir aussi de ça, c'est-à-dire que quand l'agresseur emballe son agression dans de l'affectif en faisant croire que c'est notre petit secret et que c'est de l'amour, etc., c'est une expérience encore plus troublante et dévastatrice pour la victime. Finalement, paradoxalement, il vaut mieux une agression à base de coups de poing qu'une agression avec tout ce décorum romantique. Émotionnel aussi. Vous parliez justement de l'école et des cousins. Il y a aussi toutes ces zones grises d'agresseurs sexuels qui sont encore assez jeunes, qui ne sont pas forcément majeurs et qui vont agresser des plus jeunes dans les fratries, dans les cousins, dans les familles. Alors oui, j'ai eu beaucoup de témoignages à ce sujet, de cousins, de camarades de classe, etc. Et oui, ça commence très tôt. Alors, le cousin a 16 ans, la jeune cousine en a 11 ou 12, par exemple. Voilà. Alors là, c'est compliqué parce qu'on se dit, lui, il n'était pas majeur, elle était peut-être un peu consentante, sauf qu'il n'y a pas la majorité sexuelle, on est bien d'accord. Et puis, c'est dans la fratrie. Voilà, c'est un cousin. Alors, ce qui complique beaucoup les choses aussi maintenant, c'est les familles recomposées. Il est vraiment important que quand on recompose une famille, l'interdit de l'inceste se remette en place de manière très rigoureuse. Les faux frères et sœurs n'ont pas à coucher ensemble et les beaux-pères et les belles-mères n'ont pas non plus à s'occuper de leur beau-fils ou de leur belle-fille. Il faut vraiment que, comme les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses, j'ai eu des cas aussi dans ma pratique où finalement c'était une relation quasiment incestueuse entre le fils du père et la fille de la mère. Il faut vraiment être très vigilant à ça aussi. Il peut arriver certainement dans certains cas que ces personnes tombent amoureuses. Ça peut arriver aussi, peut-être. Alors, c'est là où il faut vraiment que les adultes posent l'interdit. Oui. Non, tu tombes pas amoureux de ton frère et de ta sœur. Il a cette position dans la famille. Et c'est à partir du moment où on recompose une famille, même si c'est pas ton frère ou ta sœur de sang, il a ce positionnement, donc c'est non, on remet la barrière de l'inceste. Voilà, là, c'est aux parents d'avoir cette vigilance. Oui, parce que je sais pas si on tombe amoureux ou si simplement on va au plus près. Il est sous notre toit, alors que les copains d'école, il faut aller les chercher. Tout ça, ça pose quand même tout un tas de questions derrière. Alors, sur le stress post-traumatique, est-ce qu'on peut en décrire peut-être les principaux symptômes, même s'ils sont multiformes et protéiformes et qui peuvent évoluer dans le temps, mais quand même, est-ce qu'il y a des grandes caractéristiques ? Oui, alors on commence maintenant à être un peu au clair sur le stress post-traumatique. La première des caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les flashbacks, qu'on peut confondre avec des hallucinations
quand on est encore en amnésie ou quand on n'est pas sûr de ce qu'on a vécu. Donc ces flashbacks, ce sont des images très crues de ce qui s'est passé qui nous sautent, à la figure. Mais le flashback, c'est visuel. Ça peut être juste un ressenti. Donc c'est plus difficile d'identifier un flashback quand c'est un ressenti brusque de dégoût, par exemple, ou une douleur dans le ventre. On ne sait pas ce qui se passe. Quand on a des images, c'est déjà un peu plus simple. Donc, les flashbacks, beaucoup de cauchemars et un sommeil très perturbé. Ça, c'est typique du stress post-traumatique. Enfants ou adultes, chez les enfants ou chez les adultes, oui, on est d'accord. Oui. Ensuite, dans le stress post-traumatique, il y a tout ce qui est lié aux symptômes dissociatifs. Ce sont des gens qui restent dissociés, donc qui ont un sentiment d'irréalité du moment présent, qui sont, au sens le plus littéral, à côté de leur pompe. Donc, comme ils habitent pas bien leur corps, ils sont susceptibles d'avoir des accidents, de se cogner, de se blesser, etc. Il y a tout l'aspect dépressif. Quand je me suis mise en dissociation et en figement, c'est parce que je me prépare à mourir. Hein. C'est la gazelle qui est mangée par le lion. Quand elle se dissocie, c'est pour ne pas souffrir au moment où il la mangera. Donc, dans cet état dissocié, on reste dans cet état prêt à mourir. Donc, ça fait un taux de dépression très, très important chez les gens en stress post-traumatique. Et puis, ensuite... on pourrait d'ailleurs imaginer que ça puisse endommager certains organes. Alors ça, c'est effectivement, on se rend compte que ce stress chronique est un véritable poison pour l'organisme, absolument. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment traiter le stress post-traumatique dès qu'on peut et apprendre à le traiter partout, en parler beaucoup au tout public, aux professionnels. Il faut vraiment que la connaissance du stress post-traumatique et des moyens de le traiter se répandent. Oui. Alors d'ailleurs, vous en parlez, puisque c'est aussi l'objet de cet ouvrage. Vous proposez un certain nombre de solutions. Alors, on l'a bien compris, l'empowerment des victimes, donc ça c'est quelque chose qui est important pour vous. Oui. Oser relever la tête, parler, ça on en a déjà discuté. Est-ce que vous avez envie de peut-être... Oui, dans le cheminement que j'ai prévu, outre le fait d'abord de pouvoir en parler, ensuite il faut mettre les mots justes sur ce qu'on a vécu. Dès qu'il y a pénétration, même d'un doigt ou de quoi que ce soit, c'est viol. Et de bien reposer la loi en disant telle agression nécessite telle punition, etc. Vraiment remettre les choses dans l'ordre, remettre les responsabilités à leur place. La victime n'est en rien responsable de son agression. Là encore, la société est tellement confuse et sous l'emprise des pervers que dès qu'on est face à une victime, on va commencer à chercher avant tout comment elle s'est débrouillée pour se mettre dans cette fichue situation. Au lieu d'avoir de la compassion pour elle, c'est mais enfin comment t'étais habillée, mais pourquoi t'es sortie, mais enfin voilà. Donc c'est tout un cheminement pour la victime de se réapproprier son statut de victime, de se déresponsabiliser, elle n'y est pour rien, de traverser la honte et la culpabilité et ensuite de s'engager dans le chemin de sa réparation. Il faut vraiment se réapproprier son histoire et puis on ne sera jamais sûr de ses souvenirs, parfois quand il y a une amnésie traumatique. Donc c'est ça qui peut être difficile. Oui, c'est le plus compliqué. Alors, on peut jamais être sûr parce que tout ça a été vécu dans cet état second de la dissociation. Mais quand même, vous avez des gens qui ont témoigné. Je pense notamment à Marie Laforêt qui est sortie d'amnésie un jour et qui a retrouvé un viol à l'âge de 3 ans. Donc, vous voyez, l'idée qu'on n'a pas de souvenir si jeune. Stéphane Alix, que j'ai reçu dans cette émission, par exemple. Voilà, dit la même chose aussi. Et donc, quand les images reviennent, elles sont au contraire d'une netteté incroyable. Donc à ce moment-là, on ne peut plus douter. Oui. Dans le cas de cette levée, alors cette levée de cette amnésie, cette levée traumatique, elle peut être parfois violente. C'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Oui, la sortie d'amnésie est un moment, je vais utiliser un euphémisme très inconfortable. Ça peut être extrêmement violent d'avoir ces souvenirs qui vous sautent à la mémoire comme ça. Et souvent, ça saute à la mémoire avec à peu près la même charge émotionnelle que sur le moment. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup d'être accompagné et accompagné par quelqu'un qui comprend. Parce que j'ai eu dans ma clientèle des gens qui, en sortie d'amnésie traumatique, ont été considérés comme ayant des bouffées délirantes.
Donc, ça aide pas. Ça, du coup, à se réapproprier. Je me souviens d'une jeune fille qui pleurait dans mon bureau et qui disait « Le psy, il a dit que j'avais des bouffées délirantes, mais je t'assure, Christelle, ce que je te dis, c'est vrai. » Donc, c'est terrible de se dire qu'il y a des fois où, quand la mémoire sort, si on n'est pas suffisamment aguerri à dire « Oui, c'est une sortie d'amnésie », on risque de mettre d'autres sens sur ce qui se passe et qui sont dévastateurs pour la personne. Oui, parce que ça risque d'aggraver le trouble du stress post-traumatique. Absolument, avec l'impression d'être incompris et surtout de ne pas être accueilli dans ce qu'on a traversé. Vous parlez aussi de la réaction du corps par rapport au traumatisme. Vous parliez des cauchemars, vous parliez d'un certain nombre de symptômes. Vous parlez notamment de soucis évidemment psychosomatiques, mais aussi du psoas. Et ça, c'était assez, je trouve, étonnant dans votre livre. Oui, alors c'est pas de moi, c'est de David Berceli qui a écrit un livre que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle La méthode TRE, où il explique que tout le stress en cas d'agression se loge dans les psoas iliaques, ces muscles à l'intérieur des cuisses, qui ont pour fonction soit de déclencher la fuite et le combat, soit au contraire de nous faire nous recroqueviller autour de nos viscères, qui sont les parties les plus vulnérables. Donc, les psoas iliaques se contractent pour protéger le bas-ventre. Et quand on reste en stress post-traumatique, on reste avec les psoas iliaques extrêmement contractés. Et donc, il explique, alors moi, je suis pas médecin, mais je suis allée voir un petit peu sur Wikipédia. Il semblerait que le psoas iliaque est connecté à énormément de choses, des vertèbres, des nerfs, le diaphragme, etc. Et que donc, beaucoup des maladies psychosomatiques qu'on a, que ce soit des maux de dos, des maux de ventre, etc., peuvent tout à fait être liés au fait que les psoas iliaques sont restés contractés. Donc, il propose des techniques de tremblement, hein, comme la gazelle qui tremble après avoir couru son danger, des méthodes de tremblement pour détendre le psoas iliaque. Alors, j'ai parlé de ça à mon ostéopathe qui m'a dit qu'en ostéopathie, des fois, ils appellent le psoas iliaque le muscle poubelle. Oui, tout à fait, j'allais vous le dire. Moi, je l'ai déjà entendu. Je trouve que c'est pas gentil pour le psoas iliaque qui a fait son boulot. Je trouve que poubelle, c'est pas, alors qu'il a vraiment fait ce qu'il peut. Le traité de poubelle ou de muscle émotionnel, c'est pas gentil. Voilà. Alors là, avec le TRE, vous parliez, est-ce que c'est la même chose que le body shaking dont vous parlez dans le livre ? Alors, c'est dans la même lignée. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les tremblements, les secousses qu'on peut initier libèrent le corps du stress post-traumatique. Je rappelle que le stress, c'est quelque chose de purement animal, instinctif, qui n'a rien à voir avec l'intellect. Et donc, guérir le stress, c'est passer à nouveau par le corps. Donc, le body checking, c'est quelque chose qui permet de s'ébrouer comme une gazelle dans la savane après avoir échappé au lion. Souvent, d'ailleurs, les gens tremblent après et donc il faudrait encourager ces tremblements. C'est un phénomène naturel. Voilà, pour nettoyer toutes les scories de stress et retrouver un organisme apaisé. Vous faites ce travail, vous, avec des victimes comme ça, qui libèrent la parole dans votre pratique ? Alors moi, j'ai une technique pour le stress post-traumatique qui est la double dissociation en PNL. Pour faire simple, c'est on va faire... Peut-être dites-nous ce que c'est que la PNL. Tout le monde n'est pas forcément familier avec la PNL. Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et en PNL, on joue avec les états dissociatifs, justement. C'est-à-dire, paradoxalement, en PNL, on considère que la dissociation peut être une bonne chose et on l'utilise de façon à ce que ça fasse des états ressources. Donc, pour nettoyer le stress post-traumatique, on met la personne en double dissociation pour qu'à aucun moment elle revive son traumatisme. Donc, schématiquement, c'est comme si vous mettiez le traumatisme sur un écran de cinéma, vous placez une partie de vous, donc dissocié comme un spectateur dans la salle de cinéma, et double dissociation, vous vous installez dans la cabine de projection. Et on traite le traumatisme en faisant en sorte que la partie qui est dans la cabine de projection regarde le spectateur, qui lui-même regarde le film. C'est vraiment sous anesthésie mentale. Il n'est pas question que la personne revive toute la violence du traumatisme. Et on a de bons résultats en PNL. En tout cas, moi, j'ai de bons résultats quand j'utilise cette technique. Qu'est-ce que vous utilisez d'autre ? Vous parlez de ce que vous appelez le procès virtuel. De quoi s'agit-il et est-ce que ça peut remplacer finalement un acte réparateur symbolique, de manière symbolique, mais qu'on aurait pu faire en justice ?
Ah oui, alors ça, c'est un truc que j'adore faire. Parce que comme je pense la plupart de mes clients, j'ai un sens de la justice exacerbé. Et donc, ce qui est le plus violent dans les agressions sexuelles, une des choses violentes dans les agressions sexuelles, c'est justement cet énorme sentiment d'injustice et d'impunité. Savoir que le prédateur continue sa carrière tranquillement et que la personne reste avec tous les dégâts que ça a causés et qu'alors on lui rendra pas justice. Alors du coup, j'organise un procès virtuel avec du rêve éveillé, de l'hypnose, quelque chose comme ça, sachant que notre inconscient fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Pour lui, quelque part, à un certain niveau, il y a un processus de réparation. Donc on installe la partie traumatisée dans le tribunal et on organise mentalement un beau procès où tout le monde et tous ceux qui savaient qui se sont tus, tous ceux qui n'ont pas protégé, l'agresseur, etc., sont punis. Et pour la partie de notre inconscient qui a besoin de justice, c'est très apaisant. D'ailleurs, quand vous dites ça, je pense aux victimes un peu collatérales de ce système. Je prends l'exemple d'une victime dans une famille qui ne souhaite pas parler pour des raisons diverses et variées. C'est-à-dire que elle a déposé son problème auprès d'un certain nombre de personnes, de membres de son entourage, mais elle veut pas forcément que ça s'étende. Les personnes qui ont recueilli cette parole, comment ils doivent se comporter? Parce que eux savent des choses sur cette famille. Ce sont quand même des victimes collatérales. Si ce sont les enfants, les frères, les sœurs, les cousins, etc. Il peut y avoir une espèce de trauma aussi par ricochet. Absolument. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent le récit d'une agression sexuelle comme insoutenable, donc qui sont quelque part traumatisés par ricochet, rien que de recueillir la parole. Je pense que ça va être le cas d'un parent protecteur quand il découvre que son enfant a été agressé. Ça doit être un moment très traumatisant aussi, c'est sûr. Après, il y a une loi en France qui dit que toute personne qui a suspicion de mauvais traitement sur un enfant, je dis même pas preuve, suspicion de mauvais traitement sur un enfant, est tenue de le signaler, et de mémoire, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si on le fait pas. Donc ça, c'est la loi. C'est-à-dire, moi, j'ai connaissance de mauvais traitements, encore plus de violences sexuelles dans une famille. À partir du moment où j'ai suspicion de ça, je suis tenue de le signaler. Donc ça, c'est la loi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je trahis la parole de la personne pour respecter la loi? Est-ce que vraiment les gens seront protégés si je parle? Enfin, et c'est toujours cette histoire de qu'est-ce qu'on fait de la parole? Oui. Est-ce que je m'empare de ta parole pour te protéger malgré toi? Est-ce que je reste avec ça sur le cœur? J'ai pas une réponse absolue à ça, mais la loi dit que normalement toute personne qui a suspicion est tenue de le signaler. Donc compliqué. J'ai eu le cas dans ma clientèle. Ça vaut quand on soupçonne un fait à l'instant, qui se passe en ce moment. Quand il y a prescription, c'est plus compliqué. J'ai eu le cas dans ma clientèle, un jeune homme qui était sexuellement agressé par son père et qui n'a pas voulu que je parle. Il a refusé. Il m'a dit, de toute façon, on ne te croira pas. De toute façon, ils diront que c'est maman qui a tout organisé pour embêter papa. Je veux pas que tu parles. Donc moi, je suis restée avec ça sur le cœur. Hors la loi, donc, puisque quand j'avais, jeune homme, il était majeur, heureusement, mais quand même, pas à l'aise avec le fait d'avoir le recueil de cette parole et de ne rien pouvoir en faire parce que lui me demandait de garder le silence. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, le jour où tu as besoin que je témoigne, je serai là. D'autres outils thérapeutiques pour aider les victimes d'agressions sexuelles? Alors, on a parlé effectivement de la PNL, du procès virtuel, on a parlé du body shaking ou TRE, qui sont issus des mêmes courants. Évidemment, d'aller voir un thérapeute. Oui. Alors, les autres techniques, je les connais moins. Par exemple, il y a le MDR, dont certains me disent qu'ils ont été très soulagés d'en avoir fait. Moi, je le pratique pas. Il y a certainement encore d'autres techniques que celles que je propose, mais j'ai déjà un peu fouillé mon sujet. Je pense que oui, il y a encore d'autres possibilités. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, le MDR, qui sont ces mouvements oculaires qui ont été popularisés par Hélène Shapiro, je crois. Voilà, c'est-à-dire avec les mouvements oculaires, de faire passer l'image d'un côté et de l'autre et de nettoyer finalement cette mémoire traumatique de cette façon-là.
ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai parlé de mon livre, je vais écrire un livre sur ce sujet, etc., j'ai eu une réaction quasiment unanime des gens à qui j'en parlais de « Ah, ben je sais à qui je vais offrir ton livre ». Ce qui veut dire que nous connaissons tous, au moins dans notre entourage, une personne qui a été sexuellement agressée et qui aurait besoin d'être accompagnée et réparée. Donc c'est là où peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire? À dire aux gens, reste pas comme ça, fais-toi accompagner, va travailler là-dessus. Fais en sorte de sortir de ta honte, de ta culpabilité, de ce silence, de cette dissociation. Soigne ton stress post-traumatique, ça ira mieux après. On n'en a pas reparlé, mais dans les conséquences d'agression sexuelle, il y a aussi le rapport au désir, à sa propre sexualité. Bien sûr. Qui est certainement perturbé. C'est certainement ce qui est le plus violent, c'est-à-dire que la sexualité, normalement, c'est source de joie et d'amour. On ne devrait vivre notre sexualité que comme ça, dans le partage, dans l'amour, dans l'intimité, dans la confiance à l'autre. Et donc, c'est dans cet aspect le plus joyeux et le plus aimant de notre vie que le prédateur vient justement tout saccager. Tout saccager. Et donc, arriver à faire la distinction entre l'agression et sa sexualité, ça demande un sacré travail sur soi, alors déjà de se réassocier à son corps, parce que une sexualité épanouie ne passe que dans le fait de la vivre de l'intérieur du dedans. Je dis ça comme ça. Voilà. Si je suis dissociée au moment où je fais l'amour, je suis pas là et ça va pas, quoi. C'est là où vont arriver les blocages, la frigidité, etc. Donc, retourner dans son corps, réhabiter son corps, retrouver toute sa volupté, en ayant vraiment conscience que l'agression n'a rien à voir avec ça. C'est pas simple, je dis pas que c'est simple. Mais il y a une petite phrase qui circule sur Internet que j'aime bien, c'est quand tu te prends un coup de pelle, t'appelles pas ça du jardinage. Quand on se prend une agression, c'est pas de la sexualité. Donc ça fait bien la différence entre les deux. Vous voyez des témoignages de victimes qui sont vraiment résilientes, et puis on en terminera sur ce sujet-là, et d'autres pour qui il y a de tels empêchements, quelle que soit finalement la nature de l'agression, qu'un chemin de résilience est beaucoup plus compliqué. Alors, je pense que c'est vraiment comment la personne a été accueillie après le traumatisme. J'ai été bouleversée dans le livre de Stéphane Alix, justement, quand il revoit le tout petit garçon qu'il était, en plein désarroi, tout seul sur son lit, ne sachant pas quoi faire de ce qui venait de lui arriver. Et cette image, elle est parlante, parce que souvent, c'est ça, l'enfant se retrouve dans un désarroi complet, isolé, il comprend pas ce qui lui arrive, il sait pas quoi en faire, il sait qu'il doit se taire, mais... Et donc, je pense que les possibilités de résilience viennent essentiellement de la chaleur humaine qu'on a pu avoir pour accueillir tout ça, tôt ou tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un a mis de la chaleur humaine et de l'humanité sur quelque chose d'inhumain. Et c'est ça qui est de la résilience. J'avais trouvé intéressant aussi dans un de ses reportages, dans un de ses témoignages, Amélie Nothomb disait racontait qu'elle s'était... Oula, il faut que je me reprenne, parce que c'est pas qu'elle s'était fait violer, c'est qu'elle avait été violée. Il faut vraiment changer notre langage. Alors qu'elle nageait, oui. Voilà, on se fait pas violer, on est violé. Elle avait été violée par des hommes pendant qu'elle était dans l'eau, et elle dit que quand elle est sortie de l'eau, évidemment dans cet état de stress et de traumatisme, sa mère lui a dit « pauvre petite ». Et ces simples mots d'humanité ont été comme un baume, et elle dit plus important encore, si ma mère n'avait rien dit, je ne me serais pas crue. Ah oui, oh là là, ça me fait des frissons partout. Voilà, c'est-à-dire que le fait qu'on mette des mots et que quelqu'un en face valide, croit la personne, c'est hyper important pour se réapproprier son histoire. Et je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire le fait que sa mère ait validé que ça venait de se passer lui a permis de pas sombrer en amnésie traumatique, et deux, même si c'était que 2 mots de compassion, ma pauvre petite, l'humanité, le peu d'humanité qu'il y avait, je trouve que c'est quand même un peu raide de n'avoir que ça à dire à sa fille, l'humanité qu'il y avait dans cette phrase l'a certainement aidé à surmonter. À minima, disons, on peut dire. Voilà. Oui, oui.
il y a eu quand même cette parole. Autre chose à ajouter, Christelle Petit-Colin, avant de conclure cette émission, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses importantes à nouveau à signaler si on est victime d'agression sexuelle? Est-ce qu'il y a des numéros déjà? On les remettra en bas de l'interview en lien. Il y a plein de ressources, évidemment, votre livre, je redonnerai le titre tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en première instance? Alors, j'ai écrit ce livre parce que je suis quelqu'un de résolument optimiste et que ma devise est « pas de problème, que des solutions ». Le livre est bourré de solutions. Pour moi, il y a un cheminement à faire. Effectivement, 1, parler. 2, sortir de la honte. 3, sortir de la culpabilité. 4, se réapproprier son statut de victime. Et ensuite, effectivement, toutes les techniques de réassociation à son corps. Je dis que le corps est la chapelle de l'âme. Il faut vraiment que l'âme rentre à la maison. Et donc, je donne des techniques pour ça. Et il y a vraiment une possibilité de guérir. C'est vraiment important de dire aux gens, on n'est pas traumatisé à vie. Il y a vraiment moyen de laisser tout ça derrière soi et de retrouver une vie épanouissante derrière. Donc, s'il y a un message que je veux faire passer, c'est grave. Et on peut en guérir. C'était votre cas à vous, Christelle Petit-Colin? Quel niveau? Vous avez été agressée vous-même et vous avez pu en guérir? Alors, je suis embêtée avec cette question parce que c'est une question que je trouve un peu piège. Une femme sur 2 a été agressée sexuellement. Donc, si je vous dis oui, j'ai été agressée, on va dire, voilà, elle parle pas en tant que thérapeute dans son livre, elle raconte son histoire personnelle, etc. Et si je dis non, j'ai pas été agressée, on va me dire, oh, tu sais pas de quoi tu parles. Donc, j'avais déjà vu ça avec les manipulateurs. On me disait, est-ce qu'il y a des manipulateurs dans ta vie? Est-ce que tu parles de ton cas personnel? Si je parle de mon cas personnel, je suis plus crédible comme professionnelle. Si je l'ai pas dans ma vie personnelle, alors je connais rien. Oui. Voilà. Donc je trouve que c'est une question. Sachant que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on l'est toujours d'une certaine manière, puisque comme vous le disiez, on a peut-être toutes et tous recueilli la parole d'une mère, d'une sœur, d'une cousine, d'une amie, et qu'on se sent touché par ce sujet-là. Alors, pour répondre plus simplement à votre question, une femme qui n'a jamais subi d'agression sexuelle, j'y crois pas. Vu le contexte du patriarcat, de ce sexisme ambiant, une femme, alors surtout dans nos âges, comme vous disiez, une femme qui n'a jamais rien subi, je n'y crois pas. Je pense que celles qui disent qu'elles n'ont rien subi, c'est qu'elles n'ont pas mis les mots sur ce qu'elles ont vécu. Très bien, merci infiniment d'être venue parler de ce sujet, Christelle Petit-Colin, à la fois malheureusement, on va dire, d'actualité et heureusement avec des solutions que vous apportez. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Agression sexuelle, trousse de premier secours. D'ailleurs, elle a cette croix blanche sur un fond rouge, comme les trousses de secours qu'on peut avoir à la maison. Voilà. Ou la Croix-Rouge suisse, puisque moi je viens de ce pays, qui est publié dans votre propre maison d'édition, Christelle Petit-Colin, éditeur. Voilà. Nos auditeurs peuvent retrouver vos actualités, votre livre sur votre site internet christellepetitcolin.com et vos réseaux sociaux avec votre nom également. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.